La voix qui, depuis quelques années, rend le son le plus pur et le plus angoissant est celle d'un écrivain de 43 ans, James Baldwin, qui est né dans le Harlem de New York et qui est non seulement un des plus grands écrivains noirs que l'Amérique ait produit, mais un de ses plus grands écrivains tout court. Avec des œuvres comme Go Tell It on the Mountain, Giovanni's Room, Another Country, Nobody Knows My Name, Notes of a Native Son, Blues for Mr. Charlie, ce Charlie c'est le blanc, Going to Meet the Man, et surtout The Fire, Next Time, manifeste prophétique de la violence qui allait s'abattre sur les États-Unis. James Baldwin est un homme qui témoigne du désarroi de son pays et de l'angoisse de son temps. Quand on a lu vos livres et ce que vous avez écrit de votre enfance, la première question qui vient à l'esprit, c'est précisément de vous demander de raconter ce qu'a été cette enfance dans le ghetto de Harlem et de quelle façon le monde vous est apparu, de quelle façon vous avez découvert le monde qui vous entourait. Ça, c'est difficile à répondre parce que ça commence, vous comprenez, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On a 5 ans ou 7 ans et on commence à soupçonner qu'on se trouve où on est parce qu'on est noir. Mais l'enfant n'a pas un mot pour ça. Vous comprenez? On arrive à comprendre qu'on est, pour une raison ou une autre, on est méprisable. Il n'a rien à faire. Et... Mais ce n'est pas au sein de votre famille que vous êtes méprisable. Non. Ce n'est pas avec vos compagnons qui sont noirs aussi. Non. Comment ça se passe? Pour vous, quel était le choc ou les chocs qui vous ont donné ce sentiment d'être méprisable? D'abord avec mon père, qui essayait de nous protéger contre ce choc. Hein? Parce que moi, je me trouvais assez difficile. Et c'était les années 30. Et à ce moment-là, il y avait toujours les Blancs qui habitaient à Harlem. Et j'avais un copain, à mon âge, qui était blanc. Nous avions à peu près 10 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et c'était défendu par mon père. Pourquoi c'était défendu? C'est ça que je n'ai pas compris. C'est ça exactement que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est parce qu'il cherchait à vous protéger? Il cherchait de me faire comprendre que, en étant noir, que j'avais une espèce de vie pas comme les autres. Que les choses que mon copain, à 7 ou 10 ans, peuvent espérer, moi je ne pouvais pas espérer. Il essayait de me faire comprendre que ça voulait dire d'être noir. Et évidemment, un gosse ne comprend rien. Et évidemment, un gosse est toujours une espèce de... On n'accepte pas. On ne comprend pas. Et il n'y a pas moyen de le faire comprendre à un gosse que ça veut dire d'être noir, d'être méprisé. Vous comprenez? Oui. Vous disiez il y a quelques secondes que quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de mots pour noir. Non, il n'y a personne qui a le mot. Et ce que je dis pour les blancs, pour les noirs, est également vrai pour les blancs, qui eux non plus, à 7 ans ou 10 ans, ils n'ont pas le mot non plus. Il n'y a pas moyen d'expliquer à un garçon blanc ou un garçon noir pourquoi on ne peut pas être amis. Pas moyen. Mais ça fait un choc, ça fait une espèce de trauma absolument insupportable. Et il n'y a presque personne qui peut le supporter, qui peut le dépasser. Et cet été, on a senti que c'était The Fire This Time. Pas encore. Pas encore. Et pourtant, à Newark... Pas encore. À Détroit... Pas encore. À Détroit... Ça va être beaucoup pire. Déjà, ça donnait énormément
crainte aux Blancs. Pensez qu'à Détroit, il y a eu 1300 incendies, 1300 incendies, regardez, on voit quelques scènes, là, en 4 jours, qu'il y a eu 36 morts, 2000 blessés, 4000 arrestations, et qu'il a fallu 16 700 policiers et soldats pour établir l'ordre, et qu'il y avait même 2 brigades aéroportées du 101e régiment, la 3e étant en service au Vietnam, qu'on a fait venir des tanks dans la ville de Détroit, qu'on survolait les opérations par hélicoptère, tout comme si c'était agi d'une vraie guerre, et qu'en tout, au cours de l'été, il y a eu des émeutes dans environ 108 villes américaines. Et on annonçait même en fin de semaine que Harlem, qui est le plus grand ghetto noir américain, n'attendait qu'un signal pour se révolter. Dans ces scènes, ces tanks qu'on voit dans une ville américaine, une ville du Nord, une ville qui était renommée pour... Ce sont les Blancs qui parlent, pour son progressisme, pour son libéralisme. C'est elle qui avait consacré le plus d'argent des fonds publics. Et c'est là que les Américains n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que lorsque les Blancs faisaient tant d'efforts pour aider les Noirs, que les Blancs, je dis, n'ont pas compris ça, que les Noirs se révoltaient et brûlaient leur propre maison, finalement. Ils n'ont jamais rien fait pour aider les Noirs. Pensez bien que si je vous montre ces images, des images que vous n'aviez pas vues forcément, puisque vous n'étiez pas en Amérique cet été, c'est précisément pour vous demander, et vous avez commencé à le faire, pour vous demander quelle est votre réaction devant ces scènes comme ça. D'abord, vous m'avez dit ceci qui me paraît bien important, ce n'est pas encore the fire this time. Ça va être pire que ça.